Avant de conclure sur les nombreux éléments qui ont été évoqués, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Ah oui, nous avons des questions qui s'affichent. Alors, je vais en prendre une dans la liste. Comment développer, donc pour Monsieur Salah, probablement. Il y en a une avant. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter, hein, mais alors, on va faire dans l'ordre si vous souhaitez. Est-ce une bonne chose que ce soit l'assurance maladie et les syndicats qui fassent avancer l'art pharmaceutique en ville? Je suppose que la question est pour moi. Une bonne chose, non, mais c'est un état de fait, c'est factuel, il faut être pragmatique, c'est eux qui détiennent les cordons de la bourse, donc si on veut faire évoluer les choses, on est obligé de passer par eux. Mais c'était l'objet aussi de mon propos, c'est que je pense que l'on peut au niveau régional montrer que c'est efficace, pousser des projets, montrer que c'est efficace pour justement pousser un petit peu là-haut. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous satisfaire cette réponse, mais c'est la réalité. Des commentaires? Non? Ok. Donc, il y a des questions quand même. Donc, il y a la question par rapport au concept de patient enseignant. Donc, comment développer ce concept en formation continue, en ambulatoire? Alors, déjà l'expérimentation dans laquelle je travaille, qui est celle de l'université Pierre et Marie Curie, maintenant qui s'appelle Sorbonne Université, forme des patients experts et ou des représentants d'usagers dans les établissements de santé, donc ça veut dire aussi dans les MSP. Maintenant, pour être patient enseignant spécifiquement dans le domaine de l'ambulatoire, pour moi, il n'y a pas de spécificité, quoi. Il y a un corpus législatif, économique à connaître, mais il n'y a pas obligatoirement une spécificité à mettre en place. Donc je ne sais pas qui est derrière cette question. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, quel que soit le type de domaine dans lequel nous intervenons. Voilà. Merci. Il y a des questions sur les compétences des préparateurs. Quelle formation complémentaire peut être apportée à un préparateur pour développer son positionnement? Et puis, notamment, par exemple, il est évoqué la formation des 40 heures de TP, le niveau 1. Est-ce que c'est nécessaire, un prérequis? Voilà. Quelles sont les compétences en fonction du positionnement du préparateur qui peuvent être conseillées ou des stratégies qui peuvent être choisies? Oui, en fait, c'est notre retour d'expérience, c'est que le complément de formation s'est fait par différents moyens et est en train de se construire aussi par différentes techniques. Donc, par une formation renforcée par les pharmaciens spécialisés, pharmacie clinique de l'équipe, qui ont pour la plupart ces 40 heures de TP, donc qui ont des véritables habiletés, j'utiliserai habileté pour accompagner les préparateurs. On a des formations, je dirais aussi d'entretien sur les connaissances autour des produits pharmaceutiques et des produits de santé. Donc ça, c'est régulier, ça fait partie d'un module continu pour tous les préparateurs en pharmacie impliqués dans cette activité ou au-delà, impliqués dans les services. On a fait venir aussi notre cher Benoît Alnay à Strasbourg, qui a aussi ses compétences pédagogiques autour de, je dirais, de l'approche patient, parce que le challenge pour les préparateurs, c'était pour les préparateurs purement hospitaliers, de rencontrer le patient au cours d'un séjour hospitalier, un patient qui est dans un séjour, dans une situation qui peut être plus ou moins complexe. Ça, c'était important. Et puis, de redonner, je dirais, ces connaissances du patient milieu hospitalier pour les préparateurs qui ont une expérience officinale. Et ça a été très riche. Et ça, c'est vraiment le partage au-delà de plusieurs établissements. C'est motivant. Et puis, nous travaillons avec l'unité de simulation qui est adossée à la faculté de médecine chez nous,
pour en fait développer des jeux de rôle. Donc moi, le point d'entrée sur la pharmacie clinique, ça a été de travailler avec les internes, les assistants, les formations hospitaliers, et puis médecins et infirmières. Et là, aujourd'hui, de concevoir des jeux de rôle, et ça fait partie du projet du pôle et du projet d'établissement. Et donc, c'est aussi donner un capital confiance métier pour accompagner. Merci. Il y avait une question qui a disparu de l'écran, mais que moi je me posais et que je vais élargir, qui était le lien finalement préparateur dans ces missions de pharmacie clinique avec le pharmacien. Quel lien, comment, quelle structuration de ce lien? Et le préparateur, vous l'avez évoqué dans la présentation, échange beaucoup avec l'infirmière, l'équipe soignante. Quid de l'échange médecin? Voilà, c'est un peu par rapport à l'intégration de ces missions dans l'équipe de soins globale. Je vais commencer la réponse, puis je vais laisser quand même Julie s'exprimer, parce que, en fait, en termes d'organisation, déjà le démarrage du lien, c'est on a une organisation avec des pharmaciens, des préparateurs qui sont référents, correspondants, peu importe le vocabulaire, de pôle clinique. Donc il y a déjà des groupes qui sont, mais je dirais c'est une première étape pour faire ce lien, et puis je te laisse compléter. Donc le préparateur, il va être en lien permanent avec le pharmacien. Dans le cadre de la validation pharmaceutique, il y a toute l'analyse de chaque prescription patient, parce qu'on est dans une prestation qu'on appelle la prestation Stock Pharm, dans tous les services de soins MCO. Donc toutes les analyses vont être faites à un planning qui est bien... qui a été méticuleusement préparé pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes. Et donc, il y aura un échange avec le pharmacien sur les différentes prescriptions et les questions qui peuvent être transmises aussi par les équipes soignantes. Et ensuite, c'est le préparateur, avec la collaboration du pharmacien, qui vont aller répondre aux demandes selon la typologie de la demande. Soit ce sera le préparateur, ce qui sera plus du pratico-pratique du médicament, avec l'accompagnement de l'utilisation du médicament, comment bien l'utiliser, etc. Et le pharmacien, il va apporter son expertise de la même manière auprès de l'équipe soignante et médicale. Le challenge, ça a été un peu mis sur les dia. Notre challenge, ça a été vraiment de rapprocher, tout ce qui est, on a bien structuré un processus logistique, logistique médicale pour approvisionner les services, et on a resynchronisé le processus clinique et la logistique pour avoir finalement ce lien entre le point de départ, l'analyse pharmaceutique, et apporter la compétence et le regard critique pour les préparateurs dans l'unité de soins. Alors, je vais essayer de synthétiser en fait plusieurs questions qui apparaissent sur la notion d'effectif, la notion de levier d'action pour déployer des expérimentations comme vous avez vu. Donc, il y avait pour le soin primaire, donc avec le docteur Lefebvre sur les maisons de santé. Puis il y avait également une question par rapport à l'USLD, donc au CHRU de Lille, et puis également sur Strasbourg. Voilà, quels sont vos effectifs de déploiement, quels sont les leviers pour faire adhérer finalement à cette démarche? Alors, concernant la ville dont je parlais tout à l'heure, qui est celle où j'exerce, il a fallu une masse critique de départ qui s'est formée, mais qui est très ancienne. Et donc, très probablement, dans les facteurs de réussite, il y a l'ancienneté de la démarche. Elle date de plus de 30 ans. Et le fait qu'à chaque fois que des professionnels sont partis pour des raisons de retraite ou des raisons de changement de secteur, ceux qui les ont remplacés, qui étaient des jeunes arrivants, ont été systématiquement réintégrés dans le groupe. On est quasiment allé les chercher par le col pour les ramener en leur disant voilà, il y a une association, on bosse de cette façon-là, tu fais ce que tu veux si tu veux rester en solo, mais c'est un peu ballot, viens travailler avec nous, c'est la seule façon d'échanger, on se forme ensemble, et il y a réellement une plus-value à faire ainsi. Il y a donc fallu des gens qui ont pris le bâton de pèlerin et qui ont mouillé leur chemise. Je vais dire que dans un contexte comme celui-là, qui n'est pas le contexte dont Jean-Baptiste parlait tout à l'heure, où il y a un professeur, même si on est 2 professeurs universitaires dans ma ville, puisqu'il y a le directeur du département de médecine générale également qui exerce, on n'a aucune fonction décisionnelle pour les autres. On exerce dans un système qui, je vais peut-être choquer, je vais dire hélas,
est encore libéral, c'est ma conception des choses. Je pense que s'il ne l'était pas, ça irait beaucoup plus vite. Et donc, il n'y a pas de système pyramidal décisionnel. La seule chose qui marche, c'est déjà de concilier avec les collègues. Et à partir du moment où c'est fait, je pense que les gens suivent. En tout cas, c'est l'expérience que nous avons. Pour répondre pour la partie CHU, USLD, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Si on discute avec les pharmaciens, ils ont en effet pas énormément de temps. Et le temps du côté médecin, c'est du temps en plus pris. Sur le soin EHPAD ou longue durée, c'est vraiment parce qu'ils en ont entendu parler de notre côté, qu'il y a des initiatives, que ça les intéresse. Même si c'est vrai que c'est bien de se baser sur l'existant, le plus important, ça rejoint ce qui a été dit à plusieurs fois, c'est que ce soit bien structuré, protocolisé et que ça aille vite. Si je reviens à ma propre expérience, au début, quand je dis que c'était une catastrophe, pour un patient, on mettait 1 heure, voire plus. C'est pas possible. Tandis qu'une fois qu'on a bien réfléchi, on peut arriver à 10 minutes par patient. Ça drop, on en faisait 6-7 en 1 heure, tac, 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 et point à la ligne. C'est parce qu'il y avait du temps de préparation. Donc, où que ce soit, je pense que ce soit en EHPAD, en ULCD, dans le CH, il faut voir les points forts. Tout le monde n'a pas des étudiants, c'est vrai. Tout le monde n'a pas forcément des préparateurs en pharmacie, mais ça avait été évoqué lors du groupe de travail de la HAS sur la conciliation médicamenteuse. L'idée, c'est de voir les ressources qu'il y a, voir les désavantages, il y en a, et essayer d'adapter. Et je pense aller voir comment les autres font pour s'en inspirer, pour ne pas faire les mêmes erreurs et pour aller beaucoup plus vite, est une des clés pour réussir, que ce soit en EHPAD, en USLD ou en MCO. Merci. Donc, avant d'aborder finalement la question un peu finale sur la délégation, qu'est-ce qu'on peut déléguer, je vais apporter quelques éléments de réponse par rapport à l'aspect formation, donc par rapport au discours officine, par rapport aux 40 heures de TP. Nous, notamment donc sur la faculté de Lyon, on a distingué pour les étudiants de filière officine les 40 heures de TP de la réalisation d'un entretien pharmaceutique. On s'est aperçu qu'il y avait une confusion des genres auprès des étudiants, donc on a revu nos enseignements de manière à distinguer les deux éléments avec le processus d'ETP qui est différent d'un entretien pharmaceutique ciblé AVK ou asthme, même si on peut avoir des éléments communs, mais il y a quand même un cheminement qui est différent. Par rapport au discours officine, le discours officine, d'après les dernières informations que j'ai, est un peu repoussé. Donc après, ce sera aux enseignants-chercheurs, aux personnes responsables des formations officinales de veiller à ce que ces nouvelles missions soient dans la formation de nos étudiants et qu'ils arrivent finalement avec le bagage tant méthodologique de conciliation, d'actes de vaccination que le bagage pharmacologique, prise en charge du patient global. Donc ça, ce sera à nous de veiller à ça et à ne pas oublier les éléments. Je vous propose de conclure sur la dernière question, qui est donc, comme ça bouge tout le temps, je suis un peu perdue. Quelles sont les possibilités, voilà, de délégation de tâches du médecin vers le pharmacien? Ah, c'est pas pour moi en tout cas. Alors à la limite, on fait une réponse. Ouais, c'est ça. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, Caroline et moi, là-dessus, pour avoir déjà échangé. Moi, j'aime pas parler de délégation. Délégation, ça fait condescendant. Moi, je préfère parler de pratique collaborative. Et je pense que c'est beaucoup plus dans la pratique collaborative qu'on arrivera à partager. Alors, le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas inscrites dans les métiers et qui risquent de poser problème, et qu'à un moment donné, Caroline y faisait allusion tout à l'heure, probablement il faudra redéfinir les marges, les limites des métiers des soignants. Je pense que ce que je dis, c'est valable tant à l'hôpital qu'en ville, et il n'y a que de cette façon-là qu'on arrivera à progresser et à lever des conflits qui sont pour moi des tempêtes dans un verre d'eau, du style la vaccination antigrippale par les pharmaciens, etc. Parce que, encore une fois, c'est sur le patient qu'il faut rester centré. Nous n'avons aucune justification dans nos métiers si nous oublions d'être centrés sur le patient.
Et si on se base sur des projets qui sont des projets de santé publique, par exemple, pour reprendre encore une fois le dernier conflit qui est celui de la vaccination antigrippale, en santé publique, le but, c'est bel et bien qu'il y ait le plus possible de patients vaccinés, peu importe par qui. Après, moi, ça dépend si j'ai une casquette URPS médecin ou sociologue, parce que la casquette URPS médecin, elle rappelle juste le cadre légal et que les protocoles de délégation de tâches, qu'on le veuille ou non, ils s'appellent comme ça, et que en région de France, et c'est pas forcément valable ailleurs, on a choisi de pas aller dessus parce que justement on refuse cette notion de délégation de tâches en disant qu'on n'est pas là pour mettre en place. C'est une coordination qu'on voudrait un peu plus horizontale. Il n'empêche que c'est pas forcément pareil partout, mais qu'il y a une question assurantielle qui va derrière et qui est essentielle dans ces questions de protocole et de délégation de tâches, c'est qui prend la responsabilité médicale s'il y a un accident. Ce qu'on souhaite pas, mais ce qui peut arriver. Et donc il y a une logique assurantielle qui vient tout de suite derrière, et donc la question de qu'est-ce qu'on peut déléguer, c'est aussi comment on peut le déléguer et quelle est l'assurance. On parlait de sécurité et de dire faire la conciliation médicamenteuse, ça permet de sécuriser les médecins. Je pense beaucoup aussi, il y a beaucoup de professionnels de santé, notamment des médecins, qui sont prêts à sécuriser leur pratique en travaillant avec d'autres professionnels sous réserve qu'on élargisse certains cadres qui aujourd'hui sont quand même excessivement obtus pour avoir ces nouvelles pratiques. Donc, je vois, il y a aussi comment en pratique favoriser l'hybridation entre les professionnels. Je sais que Monsieur Lefebvre, par exemple, enfin, professeur Lefebvre, ils expérimentent le séminaire interprofessionnel avec tous les étudiants de dernière année. Alors ils sont, pour à chaque fois, je suis frustrée de trouver qu'ils sont peu nombreux. Mais je pense que c'est le début, et je pense qu'à un moment, si on fait de l'éducation thérapeutique 40 heures tout seul, si on fait à chaque fois des choses tout seul, comment voulez-vous qu'après les professionnels apprennent à travailler ensemble s'ils n'ont pas déjà commencé à travailler ensemble avant et dès leur formation initiale qui les socialise en verticalité. Les médecins sont socialisés à être les maîtres du monde. Dès lors qu'on les socialisera à plus l'être, ils le seront plus. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Non.